Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans The Trick Play Podcast pour la suite des previews pour la saison 2025. On avait fait Wake Forest et North Carolina State juste avant. On reste en Caroline du Nord puisqu'on va maintenant parler des Tar Heels de North Carolina et des Blue Devils de Duke, deux universités très connues pour leur programme de basket, mais qui ont aussi d'assez bons programmes de football et qui ont pas mal fait parler durant l'intersaison, surtout du côté de Chapel Hill, donc de l'université de Caroline du Nord. On va donc pouvoir parler de tout ça maintenant, ce petite preview qui présentera, comme d'habitude, le bilan de la saison 2024, l'intersaison, les classes de recrutement, la présentation de l'effectif, puis une petite question, les petits enjeux, et puis on terminera avec les pronostics. Bref, on va commencer tout de suite donc avec le programme qui a peut-être fait le plus parler de tout le college football durant l'intersaison. À Chapel Hill, donc, les Tar Heels de North Carolina, qui a tout simplement nommé comme nouvel head coach le plus grand de tous les temps en NFL et peut-être le plus grand tout court. Je laisse le débat à ceux qui veulent bien le faire, mais en tout cas, le plus grand coach de NFL, ça, ce n'est pas négociable. Le GOAT du coaching de la NFL, Bill Belichick, 6 fois vainqueur du Super Bowl avec les Patriots, devient donc le head coach de North Carolina. Ça a été un véritable séisme, une véritable euh, un tonnerre, hein, tout simplement, dans le monde du college football, à tel point qu'on a plus parlé de football cet hiver que de basket dans une fac où le basketball est pourtant roi. La nomination de Bill Belichick fait suite à une saison 2024 qui a été le dernier clou dans le cercueil pour Mack Brown. Mack Brown, hein, qui était le plus vieux coach du college football, qui a aujourd'hui 73 ans, n'a pas survécu à une triste saison avec 6 victoires et 7 défaites. Pour sa 6e saison depuis son retour dans le programme en 2019, celui qui avait amené ces mêmes Tar Heels à la 4e place de l'AP Poll en 1997 n'a pas réussi à reproduire le même résultat. Une inconstance en défense qui a coûté cher et une attaque qui ne marchait qu'au sol ont amené North Carolina à mettre fin au deuxième volet de Mack Brown à Chapel Hill. Le symbole de l'échec est certainement la lourde défaite 70-50 contre James Madison lors de la Week 4. C'était le match le plus fou, un des matchs les plus fous de la saison avec James Madison qui a détruit North Carolina. Rendez-vous compte, 70-50. C'était vraiment le symbole de tout ce qui n'allait pas à North Carolina l'année dernière, avec une défense capable d'être, enfin, une défense très inconstante qui était capable d'être OK, mais qui parfois était des portes ouvertes sous une tempête à 200 km/h et un jeu de course qui fonctionne bien, mais c'était à peu près tout dans l'attaque de North Carolina. Et donc la saison s'est terminée sur une défaite au Fenway Bowl contre Yukon. Le problème en plus avec North Carolina, c'est que le meilleur joueur de l'équipe, Omarion Hampton, qui était également le deuxième meilleur running back du college football l'an dernier, derrière le Iceman du peuple, Ashton Genty, eh bien Omario Hampton est parti pour la NFL. Le moteur de l'attaque de North Carolina n'est plus, et donc c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre du côté des Tar Heels avec le début de l'ère Bill Belichick. Bill Belichick, inutile de rappeler la carrière du bonhomme qui a fait des New England Patriots une dynastie en NFL avec 6 titres en 9 Super Bowls entre 2000 et 2023, une équipe que l'on adorait détester ou que l'on supportait, c'était au choix, mais qui ne laissait personne indifférent. Bien aidé forcément par le GOAT Tom Brady, il a marqué de son empreinte la NFL pendant 20 ans, en bâtissant notamment des défenses élites et en développant des no-name au rang de stars. Très demandeur avec ses joueurs connus pour sa rigueur et son excellent sens tactique, c'est le grand plongeon dans le college football pour lui, puisque ce sera sa première expérience à ce niveau pour un coach qui a toujours connu la NFL, qui n'a connu que la NFL. Et la fin de l'ère Bill Belichick aux Patriots, ça a été un petit peu difficile après le départ de Tom Brady. On a pas mal reproché à Belichick de vouloir tout contrôler, et c'est notamment une des raisons pour laquelle Belichick a été viré de son poste à l'issue de la saison 2023 aux Patriots. Alors, des grands coachs de NFL qui ont ensuite tenté l'expérience en college football, il y en a eu pas mal et pas toujours pour le meilleur. On pense à Bill Walsh, légende de la NFL avec les Niners, qui était revenu à Stanford, là où il avait réussi avant de partir aux Niners dans les années 80. Le deuxième passage avait été
pas loin d'être catastrophique. On pense à Chip Kelly à UCLA où ça n'a pas vraiment marché, Lovie Smith notamment à Illinois. Bref, être un grand coach en NFL ne veut pas forcément dire être un grand coach en college football. Et le contraire est vrai également. On pense à Nick Saban qui, lui, n'avait pas réussi à s'imposer en NFL et qui était revenu à Alabama pour devenir le GOAT du coaching en college football. Mais on le sait depuis, le college football a changé et on sait que même si les deux univers ne se ressemblent pas, eh bien aujourd'hui on peut quand même dire que le college football ressemble un petit peu plus à de la NFL avec le portail des transferts, avec la NIL. Voilà, on sait que c'est un petit peu différent dans la manière de recruter aujourd'hui. Et on sait également que Bill Belichick aime avoir le contrôle total, ce qu'il va pouvoir avoir à North Carolina et ce qu'il ne pouvait plus avoir en NFL. Alors, Bill Belichick, malgré son grand âge, seulement 6 mois de moins que Brown, qui était le coach le plus âgé du college football l'année dernière et qui est donc remplacé par un coach tout aussi vieux, peut-il réussir à créer une dynastie à North Carolina de la même manière qu'il en a créé à New England? On verra tout ça et on aura peut-être des éléments de réponse dans cette première saison qui sera très scrutée. Au niveau du coaching staff, l'offensive coordinator sera Freddie Kitchens, qui a été promu head coach pour le bowl perdu contre Yukon. L'ancien head coach des Cleveland Browns a pas mal bourlingué en NFL avant de revenir dans le college football. Et il était à l'origine du jeu au sol des Tar Heels l'an dernier, qui était la seule satisfaction offensive de 2024. On s'attend donc à la même chose pour 2025. En défense, c'est le fils de Bill, Stephen, qui arrive pour être le coordinateur défensif. Il a été dans le coaching staff défensif de des New England Patriots sous les ordres de son père depuis une dizaine d'années, avant d'être le coordinateur défensif des Commanders de Washington l'année dernière en NFL. Ce pur produit du coaching tree de Belichick va pouvoir faire sa première expérience là aussi en college football. Il va devoir remettre de la constance dans une défense qui a parfois lâché prise dans les grandes largeurs et qui a notamment été très mauvaise contre la course. Au niveau de la classe de recrutement, North Carolina réalise la 36e classe de recrutement lycéen avec notamment 3 joueurs 4 étoiles parmi les 29 lycéens recrutés. On peut parler notamment du 12e meilleur QB de la classe, Bryce Baker, de l'Edge Shinedu Oniagoro et de l'autre QB, Autari Newkirk. Bref, 2 QB 4 étoiles qui arrivent donc à Chapel Hill. 2 QB qu'on risque pas trop de voir sur cette saison forcément. Pour les transferts, ça a été un vrai remue-ménage avec une cinquantaine de départs pour 41 arrivées. Bref, comme à chaque grand changement de coach, et surtout quand c'est un coach aussi connu et peut-être aussi peut-être polarisant et un peu à la manière d'un coach prime à Colorado qui arrive avec une vraie aura autour de lui. Bref, il y a eu énormément de ménage qui a été fait, une cinquantaine de départs et donc 41 nouveaux joueurs. Parmi les départs importants, on a le tackle Howard Sampson qui part pour Texas Tech, l'edge Bo Atkinson qui est parti pour Ohio State et le linebacker Amare Campbell qui part pour Penn State. On va parler un petit peu de l'effectif maintenant et la question de qui sera le quarterback, le premier quarterback de l'ère Bill Belichick à North Carolina. Eh bien, ce sera Gio Lopez. Le transfert de South Alabama a été un des gros noms sur le portail parmi les joueurs du Group of Five et il a décidé de jouer pour Bill Belichick. La double menace, hauteur de 2559 yards à la passe et 465 yards au sol, a été le moteur d'une attaque explosive en Sunbelt et viendra pour apporter du danger dans l'attaque axée sur la course de Kitchens. Le backup devrait être Max Johnson, qui était la grande recrue l'an dernier, mais qui s'est blessé gravement à la jambe dès le premier match de 2024. On notera aussi Bryce Baker, donc le QB 4 étoiles true freshman, qui pourrait avoir un petit peu de temps de jeu. Moteur de l'attaque l'an dernier, le groupe de running back est orphelin d'Omarion Hampton, mais trouvera son remplaçant en la personne du sophomore Davion Gose, running back 2 en 2024, pour prendre la relève. Il faudra voir s'il sera capable d'être aussi efficace au sol, mais également à la réception, où Hampton était très important aussi. Il a le potentiel d'être une des nouvelles stars de l'ACC. Concernant son backup, cela se jouera entre Caleb Hood, le transfert de Michigan Benjamin Howell et le true freshman Damon June. Chez les receveurs, il y a énormément de questions. C'était un vrai problème de l'attaque l'an dernier. On a donc fait venir la menace profonde de Michigan State, Asia Johnson. Les revenants
qui auront à cœur de mieux faire seront le sophomore Jordan Sheep et le senior Kobe Paysour, qui était le 4e meilleur dans l'exercice l'an dernier. Au poste de tight end, le titulaire devrait être le transfert de South Carolina Connor Cox, même si Jack Johnson et Jordan Owens, qui arrivent de Oklahoma State, se disputeront le rôle également. Pour la O-line, 3 titulaires sont de retour, l'imposant tackle Trevion Green, le centre Austin Blask, qui est attendu à la prochaine draft NFL, et le jeune guard sophomore Hayden Benfield reviennent donc dans la O-line des Tar Heels. Ils seront accompagnés par le tackle Will Austin, excellent à Jack State l'année dernière, notamment dans le run game, et le guard Daniel King, qui arrive de Troy, une OL qui sera clairement tourné vers le jeu au sol dans les principes de jeu de Freddy Kitchens. Concernant la défense, malgré la grosse perte de Bo Atkinson, le portail a ramené de nouveaux éléments qui sont attendus pour prendre un rôle important. Price Yates avait martyrisé les Tar Heels au Fenway Bowl avec Yukon et vient pour devenir le nouveau titulaire en edge, accompagné par Smith Wilbert qui arrive de Penn State. Au centre, on a fait venir le très lourd CJ Mims d'East Carolina avec l'ancien joueur de Florida, Dantre Robinson, une D-line complètement changée qui va devoir réussir ce que la précédente n'a pas réussi, stopper le run de manière constante. Chez les linebackers, là aussi, que des nouveaux titulaires grâce au portail. Kmori House arrive de Washington et Mikai Bayor arrive de Nebraska. Ils seront au centre du système 4-2-5 de Steven Belichick. Les seuls titulaires de retour se trouvent dans le backfield avec les safeties Caleb Coast et Will Hardy, ainsi que le cornerback Marcus Allen. Les 3 joueurs ont été très actifs l'an dernier avec Allen et Coast, qui étaient les 2 leaders en interception avec 2 picks chacun, ce qui n'est pas non plus un montant très élevé. 2 transferts très intéressants s'ajoutent à l'escouade avec le cornerback élite Thaddeus Dixon de Washington, qui était un des cornerbacks les plus demandés sur le portail des transferts, et le safety playmaker Gavin Gibson de East Carolina. On se souvient que la défense a quand même fourni d'excellents joueurs. Enfin, Bill Belichick a su construire des défenses élites, des défenses historiques avec les Patriots. On verra en tant que recruteur maintenant de joueurs lycéens, est-ce qu'il arrivera à former là aussi des défenses implacables. En tout cas, ce sera assez intéressant à voir à ce niveau-là. Le kicker sera également un transfert en la personne de Rissi Verhoff qui arrive après 2 très bonnes saisons à Marshall. Il prend donc un niveau supplémentaire en arrivant donc dans le Power 4 et on verra s'il sera capable de réitérer les bonnes performances avec le Thundering Herd. Comme on peut le voir, donc Bill Belichick a été très actif dès sa prise de fonction, hein. Beaucoup de changements dans l'effectif, notamment dans ce qu'il affectionne le plus, la défense. On a vu qu'il a pris le contrôle total du programme. Il faudra voir s'il peut réitérer la réussite qu'il a connue à New England, mais on sait que c'est pas la même chose de coacher en college football et en NFL. Et oui, parce que le recrutement prend une part beaucoup plus importante. Ce ne sont pas encore complètement des adultes, mais ce sont des jeunes à qui il faut encore apprendre beaucoup. Même si Bill Belichick a une aura de meilleur coach de tous les temps en NFL, qui peut attirer beaucoup de gamins, il faudra voir aussi si la discipline, la rigueur et parfois même le traitement très dur que Bill Belichick pouvait accorder à ses joueurs en NFL, est-ce que ça passera en college football avec un changement de mentalité, une nouvelle génération? On verra si Belichick va se mettre à la page et va réussir à emmener son groupe là où il le veut, ou s'il va se casser les dents magistralement, ce qui serait quand même un échec très très mal vécu outre-Atlantique. On attend beaucoup de lui. Au-delà du terrain, il y a aussi eu des problèmes, puisque la préparation a été quelque peu perturbée par des controverses autour du rôle de sa petite amie de 24 ans, Jordan Hudson, qui semblerait avoir une influence assez étrange sur le coach et qui a été banni des installations de North Carolina durant le mois de mai, qui avait demandé à être en copie sur tous les mails que Bill Belichick recevait à propos de la gestion de North Carolina. C'est vrai que l'influence que Jordan Hudson a sur Belichick est un petit peu étrange et ça n'a pas forcément permis une préparation très saine puisqu'on a beaucoup parlé de sa petite amie, de leur relation. On verra si ça continuera d'empoisonner la saison du côté de North Carolina. Les controverses, je pense, s'effaceront rapidement si le programme prend son envol dès la première saison, mais ça risque de revenir comme un boomerang en cas de retard à l'allumage. Et mine de rien, ça n'a pas forcément été l'intersaison la plus calme, notamment avec tous ces gossips, on va dire. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain, même si l'espèce de prise de pouvoir de Jordan Hudson, ou en tout cas la tentative
de prise de responsabilité au sein du programme de North Carolina pose quand même question. Mais voilà, on verra bien comment tout cela évoluera. Voilà pour North Carolina qui sera à coup sûr l'équipe la plus attendue en Atlantic Coast Conference et une des plus attendues au niveau national. Forcément, Bill Belichick, c'est 6 Super Bowls en 9 participations, c'est le coach de Tom Brady, c'est un génie défensif, un génie tactique, c'est un personnage extrêmement polarisant qui arrive donc dans un nouvel univers au moment où le college football plus que jamais change à grande vitesse. Eh bien, on verra, est-ce que ça a été le bon pari ou est-ce que ça va faire un flop? Il y a quand même des inquiétudes autour de Bill Belichick, notamment son âge, la fin un petit peu bizarre à New England. On verra tout ça à North Carolina et ce sera forcément un des programmes les plus scrutés. Et à Triple Podcast, eh bien, je sais que les avis sont assez partagés sur ce qu'on attend des Tar Heels, c'est la première saison. Et moi, je donnerai mon petit pronostic après avoir présenté l'autre programme de cette preview. On était dans une fac de basket, on part dans une fac encore plus légendaire en basketball. On part à Duke. Duke, où les Blue Devils auraient encore réalisé une belle saison en 2024, où ils ont confirmé qu'ils sont une des très bonnes équipes de l'Atlantic Coast Conference. Malgré la petite taille de la fac et surtout l'importance du basket dans le département athlétique qui fait une ombre immense, que je pense que c'est peut-être le programme où le basket efface autant le football. Le football est important à Duke, mais je pense que c'est le programme où le basket prend le plus de place dans des programmes où il y a bien sûr du football en FBS. Bref, tout ça pour dire que malgré tout ça, Duke, sur les 3 dernières saisons, c'est 26 victoires, soit une de plus que Florida State et 4 de plus que Miami. En fait, dans l'Atlantic Coast Conference, il n'y a que Clemson et Louisville qui ont été meilleurs sur la même période avec 30 victoires pour les Tigers et 27 pour les Cardinals. C'est donc un programme qui compte aussi en football, même si on le disait tout à l'heure, il a toujours du mal à sortir de l'ombre du basketball. La faute à un manque de titres et aussi la faute, je dirais, à un manque de statement game, de l'impression que ce programme est bon, enchaîne les bonnes saisons, se classe derrière les finalistes de conférence à chaque fois, mais voilà, il manque une participation en finale de conférence, il manque une participation à un très gros bowl, il manque un très grosse équipe dans le tableau de chasse, et Duke va essayer de passer ce plafond avec un homme, Manny Diaz, qui a été nommé l'année dernière coach de Duke et qui a amené le programme à un joli bilan de 9 victoires pour 4 défaites, avec malheureusement une lourde défaite au Gator Bowl contre Ole Miss fin décembre. Mais voilà, la saison à Duke a été une franche réussite portée par une excellente défense et un pass rush dominant. Ça a été une des belles surprises pour la première saison de l'ancien coach des Hurricanes de Miami. Pour cette deuxième saison, donc, rien ne change au niveau du coaching staff. Manny Diaz est toujours à la tête du programme, accompagné des deux Jonathan, l'offensive coordinator Jonathan Brewer et le defensive coordinator Jonathan Patke. Le système offensif sera toujours de la spread offense et la défense basée sur un schéma multiple. Bref, on mise donc sur la continuité du côté de Durham après une belle première saison qui a été une belle surprise. On espère pouvoir continuer sur la durée avec le même groupe au niveau du coaching. Au niveau du recrutement lycéen, ça fait mieux que North Carolina puisque c'est la 31e classe de recrutement avec 3 joueurs 4 étoiles, tous en défense. L'edge Bryce Davis, le 5e meilleur edge du pays. Le linebacker, le 3e meilleur linebacker du pays, Bradley Gompers. Et l'edge Bariate Kara. On a quand même 2 joueurs qui sont top 5 à leur poste en défense qui arrivent. On voit donc que la défense, c'est la marque des équipes de Manny Diaz qui est très bon dans le recrutement dans ce secteur. Mais voilà, il fallait améliorer une attaque pas franchement incroyable, on en parlera un peu plus tard, puisque du côté des portails des transferts, on est sur une petite classe avec seulement 9 nouveaux joueurs, ce qui en fait la 63e classe du pays. Au niveau des départs marquants, on peut noter celui du QB titulaire en 2024, Malik Murphy, qui part pour Oregon State, et ce pour une bonne raison. On va en parler dès maintenant.
Parce qu'en effet, c'est bien en attaque que toute l'attention a été portée sur cette off-season. Très mauvais dans le jeu au sol et également en conversion de troisième down, moins de 30% de réussite. Duke a donc fait venir une des sensations du groupe 5 l'an dernier, le QB sophomore Darian Mensah, auteur d'une grosse saison du côté de Tulane. Pour une NIL d'environ 8 millions de dollars, Duke espère tenir son QB titulaire pour les saisons à venir. Mensah a été en constante progression durant sa saison avec Tulane en scorant 22 touchdowns pour 6 interceptions avec 2723 yards à la passe. Ça a été une très belle saison pour celui qui n'était pas forcément pressenti pour être le titulaire au début de la saison du côté de Tulane, puisqu'on attendait plutôt, si je ne dis pas de bêtises, c'était le. Si je dis pas de bêtises, c'était un. Comment il s'appelait ce QB? C'était Ty Thompson qu'on attendait plutôt titulaire du côté de Tulane. Et bien c'est Darian Mensah qui était redshirt freshman qui avait pris le poste et qui a franchement fait une belle saison. Il a été vraiment en constante progression, même si pas toujours très bon, notamment sur les fins de match. On s'en est beaucoup remis à Mikey Hughes, qui est d'ailleurs parti du côté d'Oregon. Bah, il a quand même fait son taf et il a progressé match après match. Il devra faire passer un cap à l'attaque de Duke en continuant sur sa lancée et en faisant ce que Malik Murphy, qui est pourtant pas un mauvais QB, mais voilà, n'avait pas réussi à faire, donner moins de turnover et surtout convertir les longues troisièmes tentatives, ce qui a été un vrai problème à Duke l'année dernière. C'est un des transferts de l'intersaison, hein, très clairement. C'était un des joueurs les plus demandés sur le portail et il sera très attendu à Duke. On verra comment le jeune QB va résister à la pression. Il n'est plus dans une équipe de Group of Five, il est dans une équipe de Power Four et donc même si ça reste Duke, donc c'est pas forcément le programme de football le plus médiatisé, on va quand même en attendre beaucoup de lui et si ça régresse, attention, à la potentielle sortie de route, même si on lui souhaite pas. Et je pense qu'honnêtement, c'est un bon joueur qui a les épaules pour le faire. Le backup devrait être Henry Bellin de Forth, qui devrait donc le QB2. Pour le run game, très mauvais l'an dernier, le retour du senior Jacquez Moore est une bénédiction. Celui qui s'est blessé l'an dernier, qui a vraiment joué des 3 matchs, et encore c'était vraiment des bouts de match parce qu'il n'arrivait pas à s'en sortir avec ses blessures. Il est de retour et ça va faire du bien parce qu'il était le deuxième meilleur coureur en 2023 et cette fois-ci, il est pressenti pour être le titulaire. Dans le backfield, il sera accompagné par celui qui était devenu le backup l'an dernier, Peyton Jones, qui lui va devoir améliorer son rendement au sol. Darian Mensah, pour parler du jeu au sol, sera aussi capable de rajouter des yards à la course, même si l'année dernière, il a été un petit peu utilisé, mais pas non plus énormément, parce que tu avais un Mike Hughes qui, mine de rien, était exceptionnel dans ce compartiment du jeu. Ça sera intéressant de voir si Darian Mensah aussi peut apporter. Mais en tout cas, Jacquez Moore sera très attendu. C'est quasiment un renfort, tant il n'a pas joué en 2024. Au niveau des receveurs, on aura donc Quesheon Brown et Samir Hagans, troisième et quatrième à la réception l'an dernier, qui seront de retour. Mais les deux joueurs les plus attendus dans ce corps de receveurs seront deux joueurs qui viennent du portail, avec Andrel Anthony, passé par Oklahoma puis Michigan, et Cooper Barkate, excellent avec Harvard, plus de milliards en carrière avec Harvard. André Lantoni, ça a été un joueur qui a eu des gros problèmes de blessure, incapable de rester en bonne santé, ce qui a considérablement ralenti sa carrière. Il veut se relancer à Duke et montrer que c'est un très très bon joueur, parce qu'il a montré des flashs très intéressants quand il pouvait se tenir sur le terrain, capable notamment d'être une excellente menace profonde. Voilà pour ce joueur qui aura un très très gros défi à Duke au niveau du tight end. Ce sera le transfert London King qui était du côté de Utah l'année dernière et qui sera titulaire pour la première fois de sa carrière. Au niveau de la O-line, ce qui était une des meilleures en passe protection l'an dernier, hein, malgré le fait que le passeur était pas forcément très bon, en fait, il avait pourtant le temps pour lancer. Ça va être important pour un Darian Mensah, qui est encore en apprentissage, hein, qui n'est que sophomore, donc ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Mais qui était par contre très en dessous dans le run game. Il y a qu'un seul changement par rapport à l'an dernier avec le transfert de South Dakota, le guard Jordan Larsen. Ensuite, les 4 titulaires qui reviennent avec Brian Parker de second, Faina Bruno qui seront les 2 tackles, tandis qu'il y aura Matt Craycraft au centre et Justin Pickett en guard. L'objectif sera de continuer à être aussi fort en passe protection tout en s'améliorant dans le jeu au sol
pouvoir mieux maîtriser le rythme du match en attaque. Concernant la défense, excellente l'an dernier, beaucoup de retours pour ce qui sera encore la force d'une équipe coachée par Manny Diaz. Hein, on sait, la défense, c'est vraiment le cœur de la philosophie de Manny Diaz. Le pass rush a été incroyable l'an dernier avec 43 sacs au total. Et ça tombe bien, les acteurs de 2024 sont de retour. Les Edge, Wesley Williams et Vincent Anthony Jr. seront à nouveau là. Elles devraient à nouveau être des machines à sac. Au centre, on retrouvera le All ACC Aaron Hall, accompagné du transfert de Dartmouth, Josiah Green. Au niveau du groupe de linebackers, Ozzy Nicholas et Alex Howard sont partis, eux qui étaient les deux meilleurs plaqueurs de l'équipe, mais Duke peut compter sur Trey Freeman et Nick Morris pour les remplacer, ainsi que l'hybride safety linebacker Jaden François, qui arrive de Utah State et qui était un ancien 4 étoiles et qui franchement est un des joueurs les plus intrigants de la défense des Blue Devils pour l'année prochaine. Pour le backfield, la grosse arrivée se nomme Caleb Weaver, qui arrive de Sam Houston et qui a le potentiel pour être le meilleur playmaker au poste de safety. Il était excellent avec les Bearcats l'année dernière et devra prouver en Power 4, un peu de la même manière que Darian Mensah. Il sera en concurrence avec Dashon Stone. L'autre safety sera Terry Moore, All ACC Second Team l'an dernier et leader en interception à Duke. Malheureusement, il s'est gravement blessé contre Ole Miss au Bowl. Il a passé toute l'intersaison à s'en remettre. Il faudra donc voir s'il est capable de revenir à son excellent niveau d'avant la blessure. En tout cas, il était vraiment un des meilleurs joueurs de l'équipe. Et puis l'autre meilleur joueur de l'équipe, c'est le cornerback Chandler Rivers, qui est un joueur all-around, qui sera accompagné par le sophomore Kimari Robinson. Voilà pour cette squad défensive qui devrait encore être excellente cette année. Le kicker sera Todd Pelino, qui a connu une régression par rapport à la saison 2023. On verra s'il arrivera un petit peu à se relever à ce niveau-là. Voilà pour Duke, qui a donc deux défis, hein. Continuer à être cette défense suffocante et avoir une attaque meilleure, capable de faire des big plays à la passe, de convertir les troisièmes tentatives plus souvent et aussi de mieux contrôler le rythme du match. Les transferts peu nombreux ont donc été surtout dirigés dans ce sens avec l'arrivée de Darian Mensah en pierre angulaire. Pour la deuxième année de Manny Diaz, le défi sera donc de s'améliorer par rapport à l'excellente première saison 2024. Mais l'équipe a également montré des limites contre les équipes meilleures qu'elle a dû affronter et elle a réussi à forcer la décision plusieurs fois en gagnant 6 matchs par une possession d'écart. On verra si la pièce tombera encore du bon côté, mais c'est pas forcément sûr qu'elle tombe encore du bon côté pour les Blue Devils. On verra tout ça. Il faudra réussir à être un peu meilleur donc contre les équipes réputées pour être quand même meilleures que toi et avoir des matchs un peu moins serrés. Mais ça passera par une attaque qui est beaucoup plus performante et qui permet à la défense d'un peu plus se reposer parce que c'est vrai que la défense a été vachement au four et au moulin l'année dernière à Duke. On va parler des pronostics avec les calendriers et on va revenir dans l'équipe de Bill Belichick qui va donc découvrir pour la première fois un calendrier de college football. Comme Coach Prime en 2023, les débuts de l'ère Belichick se feront contre TCU à domicile. Ensuite, on enchaîne avec un déplacement à Charlotte, la réception de Richmond et on termine le mois de septembre avec un déplacement à UCF qui sera très intéressant à voir entre deux équipes à la relance avec un nouveau coach. Le début octobre sera marqué par la réception de Clemson, puis le déplacement à California avant la réception de Virginia. Et puis pour le mois de novembre, ce sera un déplacement à Syracuse, la réception de Stanford, un déplacement à Wake Forest, la réception de Duke et le déplacement pour le match de la rivalité contre NC State. Le calendrier de conférence semble très abordable puisque North Carolina évite plusieurs gros comme SMU, Florida State, Georgia Tech, Louisville ou encore Miami. Le seul gros sera Clemson, mais les Tar Heels vont accueillir les Tigers, ce qui rend le match un peu plus négociable. Personnellement, je pronostique une saison avec 8 victoires et 4 défaites. Je les vois perdre à l'extérieur contre UCF, Syracuse et NC State, tandis que Clemson va gagner chez eux. Ce sera une belle saison qui va remettre North Carolina sur de bonnes bases pour la suite. Je pense honnêtement qu'ils seront trop justes pour battre Clemson, mais ils seront pas trop loin derrière pour la qualif en finale de conférence. Mais honnêtement, le plafond des 10 victoires peut clairement être atteint si Guillaume Lopez confirme et même, on va dire, s'améliore par rapport à sa bonne saison à South Alabama. Si le jeu de course devient vraiment performant avec un contrôle de la cloque que affectionne Bill Belichick et une défense qui
qui empêche l'adversaire de se développer, je pense que le plafond des 10 victoires peut clairement être atteint en gagnant notamment contre UCF et NC State, voire même peut-être même contre Syracuse. On est sur une équipe qui peut vraiment, avec ce calendrier, taper les 11 victoires, mais je pense pas. Je pense qu'il va y avoir des matchs qui vont être paumés à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je partirai plutôt sur 8 victoires et 4 défaites. C'est quand même un bilan plutôt positif pour une première saison. On verra comment ça réagira, hein. Peut-être que ça réagira mal au fait de faire 8 victoires, 4 défaites, parce que les Américains, étant ce qu'ils sont, ils s'attendent déjà à ce que Belichick soit en playoff. Attention, avec 11 victoires et une défaite, on sera peut-être pas très loin d'y être. Mais voilà, moi je préfère être un peu prudent et pronostiquer donc 8 victoires et 4 défaites pour North Carolina. On passe désormais à Duke. Duke qui me fait poser une question un peu existentielle, un peu philosophique. Est-ce qu'on peut s'être amélioré par rapport à l'an dernier, tout en ayant un bilan moins bon? Et je pense que c'est vraiment la question à Duke, parce que je pense qu'ils se sont améliorés. Ils ont gardé la même défense et ils ont fait les transferts qu'il fallait pour faire bouger l'attaque. Mais il me manque un running back de talent. Il me manque un running back de talent parce que j'ai peur que Jacquez Moore ne suffise pas. Et donc j'ai peur que ce run game les patine un peu. L'année dernière, ils ont gagné quand même beaucoup de matchs de raccro. Ils ont pas réussi à accrocher une grosse tête quand ils les affrontaient. Donc c'est pour ça que oui, ils ont fait 9-4, mais c'est pas non plus un 9. Enfin, c'est un bon 9-4, mais ça aurait pu être mieux, tu vois. Donc voilà, je me dis ils vont pas faire une meilleure saison que l'année dernière. Je pense qu'ils vont même faire une saison moins bonne en termes de bilan. Mais étrangement, ça ne voudra pas forcément dire qu'ils seront devenus moins bons sur le terrain. C'est juste qu'ils auront affronté des adversaires un peu plus fort, ils auront un calendrier un peu plus dur et ce calendrier, on va en parler maintenant. Ça commence avec la réception d'Elon le vendredi 29 août, enfin jeudi soir pour les Américains, vendredi à 1h30 pour nous. Ensuite, la réception d'Illinois, la 12e meilleure équipe de la pré-saison, qui sera un premier vrai test, puis le déplacement à Tulane. Tulane qui voudra se rappeler au bon souvenir de Darian Mensah. On le voit, ce début de saison est très intéressant avec 2 matchs, Illinois et Tulane, donc la réception d'Illinois et le déplacement à Tulane, qui seront très intéressants pour voir un petit peu où se situe Duke. Ensuite, réception de NC State, déplacement à Syracuse. On commencera ensuite le mois d'octobre avec un déplacement à California, la réception de Georgia Tech, et puis au mois de novembre, il n'y a que 2 matchs en octobre d'ailleurs. Leurs 2 bye weeks sont en octobre, presque back-to-back. Eh bien, en novembre, on aura donc le match contre Clemson, à Clemson, le déplacement à Yukon, la réception de Virginia, le déplacement à North Carolina et la réception de Wake Forest pour terminer. C'est pas un calendrier si simple que ça, honnêtement. Et moi, je vais pronostiquer une saison avec 6 victoires et 6 défaites. Duke va aller en bowl, mais Duke va faire 3 victoires de moins que l'année dernière. Je pense que ça va perdre contre Illinois. Je pense que ça va perdre contre Tulane. Je pense que ça va perdre contre Syracuse, Georgia Tech, Clemson et North Carolina. Donc 4 défaites dans la conférence et 2 out of conference. Mais je pense que ça va pas perdre de beaucoup dans la plupart des matchs, sauf peut-être à Clemson. C'est une équipe qui a néanmoins le potentiel d'aller tutoyer les 9 victoires à nouveau. Ça peut tourner contre Illinois, contre Tulane, ça peut tourner, ça peut gagner contre North Carolina, Georgia Tech, tu vois, Syracuse. Je pense que le seul match vraiment ingagnable, c'est Clemson. Mais en fait, il y a beaucoup de matchs qui sont 50-50. L'année dernière, ils ont réussi à quasiment tous les gagner, ces matchs 50-50. Mais cette année, en fait, je les vois pas tous les gagner, je les vois en perdre la moitié de ces fameux matchs 50-50. Et c'est pour ça que je les mets à 50-50 en termes de bilan, tout simplement. Je les vois pas forcément avoir la même réussite que l'an dernier. Donc même s'ils se sont améliorés, ils n'auront pas forcément la même réussite. Et je pense que voilà, ils vont faire donc 6 victoires pour 6 défaites, aller en bowl. Ce sera peut-être perçu comme une régression, mais il faudra voir comment ça se comportera sur le terrain. Si c'est un 6-6 avec beaucoup de matchs serrés, ce sera forcément pas le même bilan et le même résumé qu'un 6-6, mais où tu t'es fait écraser sur tes défaites. Donc voilà pour Duke, voilà pour North Carolina. North Carolina donc, qui va être scruté de toutes parts. On verra là aussi si cette pression médiatique va jouer, mais bon, Bill Belichick est habitué à ça, il a coaché en NFL. Et puis pour Duke, on verra si ça peut faire aussi mieux. Globalement, je suis
prudent avec North Carolina et un bilan de 8 victoires pour 4 défaites. Et avec Duke, je suis un peu à la baisse avec 6 victoires pour 6 défaites. Voilà, on a fini avec ces 2 autres programmes de la Caroline du Nord. Les previews continuent sur ce Trick Play Podcast jusqu'au début de la saison. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde et vive le college football.